Chronique des 7 couronnes, les rois sauvageons. Dans les terres situées au-delà du mur vivent les divers peuples, tous descendants des premiers hommes, que notre sud plus civilisé appelle sauvageons. Ce n'est pas un terme qu'ils emploient eux-mêmes. La plus grande partie d'entre eux se nomme le peuple libre, convaincus qu'ils sont que leurs coutumes sauvages leur assurent davantage de liberté que n'en ont les sujets du sud. Et, certes, ils n'ont ni seigneur ni roi, et ne s'inclinent devant aucun homme ou prêtre, de quelque naissance, sang ou statut qu'il soit. Cependant, leur vie est dure, et ils ne sont pas libres face à la famine, au froid extrême, aux guerres barbares ou au pillage de leurs semblables. Rien n'est à envier dans l'anarchie au-delà du mur. Tout homme qui a vu des sauvageons en témoignera, et beaucoup l'auront attesté, dans plusieurs œuvres basées sur les rapports des patrouilleurs de la garde de nuit. Cette fierté de leur misère, de leurs haches de pierre et de leurs boucliers d'osier, de leurs vêtements de peau infestés de puces, est une caractéristique qui les distingue des peuples des 7 couronnes. Les innombrables tribus et clans du peuple libre continuent à adorer les anciens dieux des premiers hommes et des enfants de la forêt. Les patrouilleurs de la garde de nuit parlent des peuples plus étranges encore, des recoins les plus éloignés, des terres d'au-delà du mur. Guerriers vêtus de bronze d'un val caché loué au nord, pieds cornés qui vont pieds nus sur la glace et la neige, nous connaissons les sauvages de la grève glacée, qui vivent dans des huttes de glace et utilisent des traîneaux tirés par des chiens. Une demi-douzaine de tribus habitent les cavernes. La rumeur parle de cannibales aux sources des fleuves gelés au-delà du mur. Mais peu de patrouilleurs sont allés plus loin qu'une 50aine de lieues dans la forêt hantée. Il y a sans doute plus de types de sauvageons qu'ils ne l'imaginent. L'on peut négliger en toute quiétude la menace que posent au royaume ces peuples sauvages, à l'exception des rares fois où ils se sont unis sous l'autorité d'un roi au-delà du mur. Si de nombreux pillards et chefs de guerre sauvageons ont aspiré à ce titre, peu l'auront obtenu. Aucun des sauvageons qui se sont élevés au rang de roi au-delà du mur n'a fait quoi que ce soit pour construire un véritable royaume ou s'occuper de son peuple. En fait, ce furent des seigneurs de guerre et non des monarques. Et bien que par ailleurs très différents les uns des autres, tous auront attaqué le mur, espérant le franchir et conquérir les 7 couronnes. Les pillards sauvageons harcèlent le royaume surtout pour se procurer du fer et de l'acier, qu'ils ne savent pas produire eux-mêmes. Beaucoup utilisent des armes de bois et de pierre, voire de cornes. Certains ont des haches et des couteaux en bronze, mais même cela reste rare. Chez eux, les grands chefs de guerre arborent souvent de l'acier volé, parfois aux patrouilleurs de la garde de nuit qu'ils ont tués. Durlieu fut jadis la seule bourgade qui s'approche d'une ville au-delà du mur, abritée par le cap Storholt. Elle commandait une rade en eau profonde. Mais, il y a 6 siècles, elle fut incendiée, ses habitants massacrés, mais la garde ne sait pas avec certitude ce qui s'est passé. Certains mettent en cause des cannibales de Skagos, d'autres des esclavagistes venus d'au-delà du détroit. Les plus étranges récits, provenant de navires de la garde envoyés pour enquêter, parlent de cris affreux résonnant des falaises dominant Durlieu, sans trace d'hommes ou de femmes en vie. On lira une fascinante description de Durlieu dans le livre Durlieu, témoignage de 3 ans passés au-delà du mur parmi les sauvages, les pillards et les sorcières des bois, du maître Willis. Willis atteignit Durlieu sur un navire de commerce pentochi et s'y établit comme guérisseur et conseiller afin d'étudier les mœurs locales. Il obtiendra la protection de Gorm le loup, un chef qui partageait le contrôle de Durlieu avec 3 homologues. Quand Gorm fut assassiné dans une rixe d'ivrogne, Willis, désormais en danger de mort, regagna la cité des Hightower. Il y rédigea son ouvrage avant de disparaître. Le premier roi au-delà du mur fut selon la légende Joramun, qui se vantait de posséder un corps qui ferait s'écrouler le mur en réveillant les géants de la terre. Que le mur soit toujours debout à notre époque en dit long sur cette allégation, si elle fut jamais proférée. Les frères Gendel et Gorn furent rois conjointement, il y a 3000 ans. Guidant leurs troupes dans un labyrinthe de cavernes souterraines, ils passèrent le mur sans être vus pour attaquer le nord. Gorn tua le roi Stark dans la bataille et sera tué à son tour par l'héritier du roi. Gendel, quant à lui, et les sauvageons survivants s'enfuirent par où ils étaient venus, et jamais on ne les revit. L'on raconte chez les sauvageons que Gendel et son peuple se perdirent, piégés par le labyrinthe, et y errent encore aujourd'hui. Cependant, les récits des patrouilleurs prétendent que Gendel fut tué lui aussi, et que seule une poignée de ses partisans survécut pour fuir sous terre.
Le seigneur aux cornes les suivrait 1000 ou 2000 ans plus tard. L'histoire aura oublié son nom, mais on dit qu'il employa la sorcellerie pour franchir le mur. Après lui, des siècles plus tard, vint Bael le barde, dont on chante encore les chansons au-delà du mur. Mais d'aucun doute qu'il ait vraiment existé. Les sauvageons l'affirment et lui attribuent de nombreux chants, mais les anciennes chroniques de Winterfell ne disent rien de lui. Est-ce à cause des défaites et humiliations qu'il aurait fait subir aux Stark, y compris, selon une improbable fable, en déflorant une fille Stark et en lui faisant un enfant, ou parce qu'il n'a jamais existé, on ne saurait trancher. Le dernier roi au-delà du mur qui réussit à passer au sud fut Raymun Barbe-Rouge, en 212 ou 213 après la conquête du dragon. Il rassembla tous les sauvageons, mais ce ne fut qu'en 226 qu'ils franchirent le mur, en escaladant son flanc de glace lisse avant de redescendre de l'autre côté. L'armée de Barbe-Rouge se chiffrait en milliers, selon tous les témoignages, et elles se sont frayé un chemin vers le sud jusqu'au long lac. Là-bas, Lord Willam Stark et le géant ivre, Lord Armond de la Maison Omble, les attendaient. Encerclés par deux armées, adossés au lac, Barbe-Rouge combattit et périt, mais pas avant de tuer Lord Willam. Lorsque parut enfin la garde de nuit, menée par son Lord commandant, Jack Mosgond, dit Jacques le Jovial avant l'invasion et Jacques l'Endormi après, la bataille était finie. Arthos Stark, frère de feu Lord Willam, tenu pour le plus terrible guerrier de son temps, assigna, furieux, aux frères noirs, la corvée d'enterrer les morts, tâche que, au moins, ils remplirent admirablement. L'histoire, glorieuse et tragique, s'est souvent écrite en ces terres arrosées par le sang, sang qui n'aura jamais cessé de couler.